présenter. Je m'appelle Guillaume Hézère, je suis journaliste scientifique. Je suis très content d'être là ce soir, puisque j'étais sur scène l'année dernière pour recevoir un prix. Donc, je suis très content de faire ce passage de relais, d'inaugurer une tradition, peut-être qu'on verra avec le lauréat. 4 prix seront remis ce soir, donc 2 prix d'Hydro, l'initiative culturelle, les prix sont là, qui récompensent ces prix de l'initiative culturelle, un projet original, émergent ou à peine émergé, qui récompense voilà, en tout cas une initiative originale en culture scientifique, et puis 2 prix d'Hydrocurien, qui récompense eux plutôt un parcours individuel, un travail personnel, une carrière au service de la culture scientifique. Donc Étienne Klein, président du jury de ces prix, viendra dans quelques minutes nous présenter la délibération du jury, les prix de cette année, et présenter aussi l'AMSTI, l'institution qui les remet. Et nous avons le plaisir ce soir d'avoir dans la salle Thierry Mandon, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est venu s'exprimer. Mais avant cette introduction républicaine, je vous demande d'applaudir et de saluer Elisabeth Bouchot, directrice du Théâtre de la Reine Blanche, notre hôte. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, bienvenue au Théâtre de la Reine Blanche, qui est la scène des arts et des sciences. Nous pensons à la Reine Blanche que la frontière de la culture n'existe pas, que la culture ne s'arrête pas au seuil des sciences dures, et nous pensons aussi que la culture doit se partager avec le plus grand nombre. C'est ainsi que nous avons composé le programme de la Reine Blanche, que je vous invite évidemment à consulter. Vous verrez que la science se décline chez nous en scènes de science où de grands scientifiques viennent partager avec le public de façon plus ou moins théâtralisée l'objet et les résultats de leurs recherches. Nous avons de magnifiques performances organisées par Marie-Odile Monchicourt, qui est en résidence chez nous et qui s'appelle les Labs Origines, où scientifiques et artistes s'expriment conjointement sur cette scène. Et nous avons également des pièces de théâtre à arguments scientifiques. Nous avions à la saison dernière Fission de Jacques Trener et Olivier Trener, une très très belle pièce liée à l'histoire de la science et au fond à l'histoire tout court. Et nous aurons au cours de cette saison de très belles pièces, Mileva Einstein, nous aurons Tout le monde descend, qui nous décrit la vie d'une cellule. Nous examinerons la thermodynamique de l'amour. Moi, en tant que physicienne, je n'adhère pas trop parce que la thermodynamique s'appliquant au système à l'équilibre, évidemment, vous comprendrez que j'ai des réticences, mais tout de même, c'est extrêmement intéressant. Et bien d'autres pièces encore. Enfin, encore une fois, j'espère que vous reviendrez nous voir, que vous reviendrez voir nos spectacles. Et je veux dire, avant de laisser la parole à Monsieur le Ministre, que je suis ravie et très honorée de recevoir pour la 2e année consécutive la remise des prix d'Hydro. Et j'en remercie bien sûr Didier Michel et l'AMSTI. Je vous souhaite une très belle cérémonie et je vous revois tout à l'heure. Vous avez touché. Et donc, nous demandons d'applaudir M. Thierry Mandon, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, cher Étienne Klein, mesdames et messieurs, les parlementaires, mesdames et messieurs. Mise en appétit par la programmation de la Reine Blanche cette année, je vais être très bref en prenant l'engagement que je reviendrai ici, notamment pour certains éléments de programmation qui nous ont été rapidement évoqués. C'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir parce que les enjeux dont on parle ce soir à travers la remise des prix d'Hydro sont des enjeux, et d'Hydrocurien sont des enjeux essentiels pour le pays. Plein de raisons, mais j'en retiens 4 principalement. Première raison, manque de raison de s'émerveiller aujourd'hui. Et la science, celle qui avance, celle qui découvre des nouvelles planètes, découvre l'infiniment petit, la façon dont fonctionne le cerveau, la curiosité incessante des chercheurs qui montrent des choses absolument formidables, c'est aussi des occasions de s'émerveiller. À partir du moment où on rend ces découvertes, ces progrès des connaissances, ces progrès des technologies accessibles à chacun. De ce point de vue-là, d'ailleurs,
d'initiatives comme celle-là, des initiatives comme celle à laquelle j'ai consacré le déjeuner du goût des sciences et des publications des livres scientifiques, la prochaine fête de la science. Toutes ces occasions de s'émerveiller sont des bonnes et belles choses. La deuxième raison qui me fait être heureux d'être avec vous ce soir, c'est que je pense que les sciences, les grands défis scientifiques, sont amenés, plus encore qu'ils ne le sont aujourd'hui, à jouer un rôle déterminant dans la vie de nos sociétés. Pas seulement parce qu'ils rendent possible, pas seulement par les progrès qu'ils permettent de faire, mais aussi et surtout parce qu'ils vont irriguer de plus en plus les décisions. Pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne Maud Olivier que je vois ici dans cette salle, nous sommes convaincus que les décisions publiques, les grandes décisions publiques, gagneraient à être beaucoup plus irriguées en amont de l'état de la recherche scientifique, des connaissances scientifiques, de la confrontation des différentes options scientifiques, que finalement des politiques publiques qui seraient plus collaboratives, qui s'appuieraient beaucoup plus sur ce que la société, notamment les scientifiques produisent, seraient des décisions publiques beaucoup plus qualifiées. Troisième raison, c'est que nous avons besoin des valeurs de la recherche dans notre société. Nous avons besoin du doute. Nous avons besoin de l'esprit critique à bon escient. Nous avons besoin de toutes ces capacités, aptitudes qui nous permettent de lutter contre des informations qui circulent à vitesse accélérée sur les réseaux sociaux et qui mériteraient bien souvent d'être interrogées, et plus généralement sur un air du temps qui, parce qu'il assène plus que parce qu'il réveille les consciences, a besoin d'être au minimum titillé, voire interrogé, contesté, par ces valeurs de l'esprit critique et du doute. Et puis enfin, le dernier point, c'est le plus important. Quand on regarde ce qui se passe à l'échelle de la planète, à l'évidence, la science, c'est le nouveau terrain des compétitions entre les nations. C'est le terrain des coopérations entre nations, mais c'est d'abord et avant tout le terrain de la compétition entre les nations. Des pays développés, des pays émergents, développent des sommes considérables qu'un pays comme la France, avec ses un peu plus de 60 millions d'habitants, aura du mal à consacrer. Et donc, la nature des relations entre la science et la société doit permettre de bâtir un contrat entre la nation et l'univers de la science et de la recherche. Ce contrat, il repose sur, évidemment, l'exigence, la qualité des publications, l'éthique des publications, des façons dont on arrive à des résultats, la reproductibilité de ceux-ci. Et il est aussi la condition d'un financement durable et soutenu, plus qu'il ne l'est aujourd'hui, de la recherche, parce que dans cette compétition, les gens ont besoin de moyens. C'est toutes ces raisons qui font que, dans les chantiers qu'avec mes équipes nous avons mis en place, la question de la diffusion de la culture scientifique, celle à laquelle beaucoup d'entre vous ici consacrent du temps, de l'énergie, de la compétence, est une question centrale. La diffusion a besoin de médiateurs que vous êtes, d'actions que vous êtes. Elle a aussi besoin de nouveaux ambassadeurs. De ce point de vue-là, le ministère a créé il y a quelques années un institut qui s'appelle l'Institut des hautes études de la science et de la technologie. Il y a peut-être ici d'ailleurs parmi vous des gens qui ont suivi oui, voilà, il y a au moins une personne qui a suivi 2, qui a suivi 3, parfait, 4, qui ont suivi ces promotions. Je pense que cet institut qui est remarquable doit être encore plus audacieux qu'il ne l'est aujourd'hui. Il se trouve que, le hasard des choses faisant bien les choses, j'ai proposé à Étienne Klein d'assurer la présidence de cet institut et de me proposer assez vite, et lui-même ayant des convictions farouchement chevillées au corps, m'a dit qu'il le ferait très vite, les moyens non seulement de consolider l'action de cet institut, mais peut-être de la déployer. Parce que je pense qu'il faut des médiateurs, il faut des ambassadeurs, et que le travail qu'il y a à faire devant nous est très important, puissent vos prix y contribuer. Merci. Donc, avant de commencer à dévoiler les lauréates et lauréats de cette édition 2016, j'ai le plaisir d'accueillir Étienne Klein sur scène, physicien de culture scientifique que vous connaissez très bien. Bonsoir Étienne Klein.
le ministre, chère Elisabeth, mesdames et messieurs les membres du jury, chers amis, c'est un plaisir d'être ici ce soir. Je dois commencer par excuser Philippe Guillet, qui est le directeur de l'AMSTI, qui est également président. C'est à cause du fait que, à cause des paroles que le ministre vient de prononcer en matière de présidence. Il est le président de l'AMSTI, il est directeur du Muséum de Nantes. Il est retenu ce soir à Rennes pour inaugurer une exposition qui s'intitule Les plumes des dinosaures. La question étant de savoir, sachant qu'on sait que certains dinosaures avaient des plumes, si tous les dinosaures avaient des plumes, ce qui renvoie à la question de notre propre humanité, puisque Platon définissait l'homme comme étant un bipède sans plumes, définition qui avait été enrichie par René Daumal, un écrivain que j'aime beaucoup, qui disait « L'homme est un bipède sans plumes et sans cornes, inapte à l'intellection du nombre pi ». Ça nous ramène à la question scientifique qui est l'objet de la cérémonie de ce soir. Alors il se trouve que je préside ce jury depuis un certain nombre d'années, mais le prix lui-même est beaucoup plus ancien, il a 15 ans. Il a été créé en 2002 par l'AMSTI, par le Muséum d'Histoire naturelle, le Muséum national d'Histoire naturelle, par le Musée des Arts et Métiers, avec le soutien du secrétariat d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. En fait, il y a deux prix, comme ça a déjà été dit. Il y a un prix qui est parfois remis à deux personnes différentes, qui récompense des personnalités qui peuvent être des chercheurs, des médiateurs, des journalistes, des hommes politiques ou des femmes politiques qui s'engagent dans la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. Et puis il y a un prix plus institutionnel qui récompense des initiatives collectives institutionnelles qui sont destinées au public le plus large. Le trophée de cette année a été réalisé par FURN, on dit FURN, F-U-R-N, qui est un studio de création qui fait de belles choses, qui est du mobilier, mais aussi des trophées comme ceux qui seront remis à nos 4 lauréats d'aujourd'hui. Et je dois vous dire que lorsque l'AMSTI m'a proposé il y a quelques années donc, de prendre la présidente du jury des prix Diderot, j'ai immédiatement accepté, non pas tellement pour le plaisir, qui en fait est tout à fait réel, d'être appelé président plusieurs heures d'affilée, pendant que durent les délibérations, mais parce que, et ceux qui me connaissent le savent, j'ai accepté par attachement ce que ces prix représentent et récompensent, à savoir la promotion des cultures scientifiques, techniques et industrielles, qui me semble être devenu un véritable enjeu de société qu'il faut prendre à bras le corps. Les discussions qui ont lieu dans le jury sont passionnantes. On a mis au point un système de vote assez efficace qui permet d'échapper au paradoxe de Condorcet. Vous savez que la relation de préférence n'est pas transitive. Ça n'est pas parce qu'une majorité de gens préfèrent A à B et qu'une majorité préfère B à C, qu'une majorité préfère A à C. Je ne suis pas sûr que ceux qui organisent les primaires aient bien conscience de l'existence de ce paradoxe qui a été formellement énoncé et cité par Condorcet il y a bien longtemps. Alors, je crois que donner le goût des sciences, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Il ne suffit pas de demander aux gens d'aimer les sciences. Il faut d'abord donner du goût aux sciences. Et c'est précisément ce que font les chercheurs, les médiateurs, les journalistes qui s'engagent dans le partage des savoirs. Ils méritent d'être encouragés déjà, récompensés parfois, parce que ceux qui lisent la presse aujourd'hui voient bien qu'il est difficile de nier qu'une certaine inculture scientifique est devenue intellectuellement et socialement problématique. Elle marginalise la science contemporaine, elle empêche d'en fonder une épistémologie rigoureuse, elle favorise l'emprise de gourous de toutes sortes, et elle rend délicate l'organisation de débats sérieux sur l'usage que nous voulons faire des nouvelles technologies. Et les prix Diderot ne font pas qu'honorer certains lauréats, ils sont aussi l'occasion de montrer et de mettre en lumière les actions de tous ceux qui œuvrent quotidiennement au partage des savoirs. J'ai trouvé sur Internet une citation d'Einstein. Bon, j'aime beaucoup Einstein, mais je doute parfois des citations qu'on trouve sur Internet. En l'occurrence, j'ai trouvé celle-ci qui ne me semble pas correspondre à l'état d'esprit d'Einstein. Voilà le propos qu'on lui prête. Il aurait dit « Ceux qui utilisent négligemment les miracles de la science et de la technologie
en ne les comprenant pas plus qu'une vache ne comprend la botanique des plantes qu'elle broute avec plaisir, devrait avoir honte. Je n'imagine pas disant cela, d'autant plus que sur la même page internet, on trouve une autre citation d'Einstein qui est « Le problème avec les citations qu'on trouve sur internet, c'est qu'on n'est jamais sûr qu'elles soient authentiques. » Ce que je veux dire, c'est que Einstein, s'il a bien dit cela, se montre évidemment beaucoup trop sévère. Personne ne peut prétendre pouvoir connaître tout ce qui se passe en matière de recherche, en immunologie, en climatologie, sur les trous noirs, les ondes gravitationnelles, etc. Et en plus, il était injuste parce que sans doute que les ruminants dont il se moque en savent un rayon sur la vie des herbes qui mâchent à une cadence d'essuie-glace. Et donc, c'est pas la peine de vouloir mettre la barre trop haut. Il faut faire tout ce qu'il est possible de faire pour que chacun de nos concitoyens progresse dans sa connaissance des savoirs scientifiques. Je vous remercie pour votre attention. Je crois qu'on a un jingle et une musique d'accompagnement. C'est le moment où on la met. J'ai des enveloppes aussi. Donc on voit ici le travail du studio Fern. Ils sont dans la salle d'ailleurs, je sais pas. Vous pouvez lever la main pour manifester. Voilà. Si vous voulez les féliciter, leur parler du tout. Alors, de la musique des enveloppes, beaucoup de suspense, c'est un moment de tension qui sera interprété par François-Antoine Mariani qui représente Universcience ce soir, bonjour, qui va ouvrir la première enveloppe. Alors, vous êtes directeur du développement du public et de la communication à Universcience et vous représentez Bruno Macquart. Et c'est la bonne enveloppe. Bonsoir, monsieur le ministre. Je vous prie d'excuser l'absence de Bruno Macquart qui était malheureusement retenu à l'étranger, qui n'a pu se libérer aujourd'hui. La diffusion et le partage de la culture scientifique sont des missions au cœur d'Universcience. Ce sont des missions exigeantes, difficiles. J'espère qu'on les remplit avec efficacité. Le nombre de personnes qui fréquentent nos deux établissements, la Cité des Sciences et de l'Industrie et le Palais des Découvertes, je l'espère, le démontre. C'est pourquoi cette maison a souhaité naturellement accompagner les prix Diderot qui participent de cette mission exigeante et difficile. Je vais ouvrir, parce que je pense que l'intérêt c'est d'avoir les récipiendaires. Donc le premier lauréat est Memoria pour Art M. Je vous invite à regarder là. Le photographe officiel de la cérémonie qui va immortaliser ça. Et félicitations à tous les deux. Venez vous installer, vous cherchez une chaise. Donc Jacques Roux et Francis Eustache. Francis Eustache, vous êtes directeur de recherche d'une équipe de recherche à l'Université de Caen. Directeur de recherche INSERM pour l'école des hautes études, l'école pratique des hautes études, et vous dirigez une unité de recherche sur la mémoire. Et vous, Francis Roux, vous êtes Jacques Roux, pardon, excusez-moi. Vous êtes sociologue des sciences, on va peut-être revenir sur votre parcours qui est assez intéressant. Vous avez monté tous les deux une exposition qui s'appelle Memoria, qui est à la base une exposition physique, qui s'appelle Mémoire, et vous l'avez mise en ligne sous cette forme Memoria, mais c'est pas simplement une exposition virtuelle, vous n'avez pas simplement mis les textes d'exposition sur Internet. Est-ce que vous allez pouvoir nous présenter un peu ce jeu documentaire scientifique? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Memoria en quelques mots avant de nous présenter ça plus en détail? Oui, c'est un web documentaire mais d'un genre un peu particulier. Il s'agissait de mettre à la disposition, comme on l'a dit, donner du goût à la science. J'aime bien cette expression. Donc cette exposition était assez unique et c'est la première fois qu'il y a une exposition transdisciplinaire sur le thème des mémoires qui est proposée dans les centres d'université scientifiques et techniques. Elle a été créée il y a 3 ans à partir d'un partenariat en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc avec les CCSTI qui sont à la base de cette réalisation et un collectif qui est basé à Saint-Étienne que je représente ici. Cette exposition tourne depuis 3 ans, a vu quand même 50 000 visiteurs dans 10 villes. Elle est actuellement présentée à Cap Sciences et Francis Eustache en verra un. Donc le challenge, il y a eu un coup de baguette magique, une rencontre heureuse avec l'Observatoire B2B des mémoires qui a produit les conditions de possibilité de la création de ce site. Artem important
les contenus de l'exposition qui avait été validé, créé en collaboration avec des scientifiques, et le B2V apportant les moyens humains et financiers pour la création de ce site. Si sur ça, je vous représenter l'Observatoire B2V des mémoires, parce que je suis le président de leur conseil scientifique. Vous pouvez nous dire aussi quelques mots de cette exposition, peut-être sur le fond scientifique. Alors, la première exposition, Mémoire avec un Est, on s'est rencontré avec Jacques Roux il y a à peu près 5 ans. Et donc, j'ai conseillé Jacques Roux sur le plan scientifique. Je l'ai mis aussi en contact avec beaucoup de scientifiques. Il y a plus de 50 scientifiques de très haut niveau, du CNRS, de l'INSERM et d'autres institutions qui ont contribué donc, à cette première exposition Mémoire. Et puis ensuite, en tant que président du conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires, j'ai servi de trait d'union entre Artem et l'Observatoire B2V des mémoires, là aussi pour amplifier cette exposition, et cette fois-ci sous la forme d'un web documentaire, donc avec cette fois-ci des moyens nouveaux, déjà un accès beaucoup plus aisé, puisque c'est sur Internet, beaucoup plus interactif, et puis évolutif. Donc actuellement, le web documentaire est composé de 5 mondes. Il y a un 6e monde qu'on est en train de préparer, qui concerne cette fois-ci, les premiers sont plus sur la mémoire individuelle, vue sous l'angle biologique, psychologique, les maladies de la mémoire, puis les aspects numériques. Et là, il s'agit de la mémoire collective, les interactions entre la mémoire individuelle et la mémoire collective, y compris dans ces aspects traumatiques. Donc c'est Denis Péchanski, historien, qui est membre de cet observatoire, du conseil scientifique de cet observatoire, qui est le commissaire en quelque sorte pour ce 6e monde. Et donc voilà cette aventure qui est lancée, donc qui je trouve très, très intéressante, c'est que c'est une histoire qui continue. C'est pas du tout une exposition figée, mais le fait que ce soit sous la forme comme ça numérique permet de son évolution permanente. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ces mondes? C'est un jeu documentaire situé. Voilà, vous avez le contrôle là-bas. Je vous laisse faire à nouveau. Très rapidement, bien sûr, il faut que vous alliez vous-même faire cette visite pour vous rendre compte. Il y a une petite introduction que je vais donner en entier, puis après je ferai une petite sélection dans quelques contenus. Au confins d'une cité du futur, une immense architecture de verre est inondée par la lumière du soleil couchant. Les gens qui vivent ici n'ont pas de mémoire. Ou bien, s'ils en ont une, ils ont oublié de quoi elle était faite. Dans la grande énigme de leur monde virtuel, ils ne savent pas de quel temps ils sont. Pour exposer leur ignorance, mettre à l'épreuve leur imaginaire et pour se rassurer, ils ont fait appel à des savants pour qu'ils leur disent ce qu'ils savent de la mémoire. Une exposition présentant les résultats de leurs recherches a été installée au cœur de Memoria, au milieu des traces des anciennes civilisations retrouvées dans la Terre. Voilà, donc on rentre dans ce palais de verre, on a les 5 mondes par les Francis Eustache, donc je vais rentrer tout de suite dans le monde de la ronde des mémoires et vous montrer qu'on peut trouver par exemple des jeux. Tour de Hanoi, qui est un jeu d'ailleurs très connu des psychologues, pour faire des tests pour les gens par rapport à la mémoire procédurale. Donc vous connaissez peut-être ce jeu de déplacement de plans, voilà, et on a la possibilité de mesurer le temps que l'on met. La mémoire procédurale permet justement d'accélérer la réalisation de cette tâche. Voilà. Ensuite, je vais passer dans un autre espace qui est l'espace qui est plus consacré au cerveau, aux neurosciences. Pour vous montrer par exemple que sur un panneau comme ça, on a la possibilité d'aller lire les contenus. Donc il y a une partie texte si on a envie d'aller les lire, qui n'est pas imposée. Si on sort et par exemple on est dans ce domaine-là des synapses, voilà, on est vraiment au cœur même de la science, tout ça a été validé par des scientifiques. Ici un petit jeu, je vous donne le style un petit peu de ce... Chers visiteurs, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir pour mes expériences sur la mémoire. Sachez qu'en principe, il n'y a rien à craindre, mais bon, on est bien d'accord. Vous êtes volontaire. Si vous êtes prêt, appuyez sur continuer. Voilà, donc vous ferez vous-même l'expérience. Docteur Mémoire, docteur M. Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer?
Alzheimer est une maladie mortelle du cerveau. Son développement est lent, elle affecte une personne sur 10 âgée de plus de 65 ans. Nul n'est à l'abri. Voilà, ça c'est un documentaire qui vient des États-Unis avec l'accord de son créateur. On l'a traduit et on le diffuse en France, c'est pour la première fois. Oui, Parfois, on a les des pannes de la bornes. mémoire sont l'effet d'une atteinte directe des zones du cerveau qui sont chargées de traiter l'information et de la restituer. Donc voilà un autre média, C'est le ce cas sont de la des- maladie ce qu'on appelle des d'Alzheimer bornes. qui Des atteint bornes la qui zone. permettent d'avoir la synthèse sur un thème à l'intérieur de la visite. Et je finirai par une présentation de 10 films. Alors, il y a 10 films de chercheurs et documentaires dans le site. Et bon, j'ai choisi là Francis Stage qui répond à des questions sur les petits bugs de la mémoire. Le fait de penser qu'on a déjà vécu une situation vient en fait, comme beaucoup de choses, de la pathologie. Ça a été décrit dans la pathologie chez certains épileptiques qui ont ces impressions déjà vues de façon très très fréquente. Mais c'est aussi un phénomène normal, c'est un phénomène de la mémoire normale. C'est en fait un chemin que prend la mémoire, que prend la trace mnésique, qui nous aventure sur une situation ou dans une situation qui a une parenté avec une situation déjà connue, déjà vécue réellement. Et notre mémoire a cette faculté d'identifier les choses de façon très rapide, ce qui est une bonne chose. On a besoin d'être rapide, on a besoin de réagir très vite à des situations, mais de temps en temps, eh bien, ce dispositif très élaboré, très sophistiqué, très adapté à la vie quotidienne, eh bien, nous conduit sur des fausses pistes, et en fait le déjà-vu c'est une fausse piste. Voilà, j'arrête là ma petite démo. Merci pour cette présentation. Le temps presse, alors peut-être en quelques mots, vous voulez expliquer sur quoi vous travaillez aujourd'hui sur cette exposition. Elle est toujours en ligne, bien sûr. Est-ce qu'elle elle est perçue comme un modèle pour d'autres expositions? Alors, oui, avant de répondre sur, bien sûr, l'expérience de Memoria pour un collectif comme Artem, c'est quelque chose de très important. On s'aventure dans des dispositifs à risque quand on se lance dans ce genre d'entreprise, non seulement sur le plan technique, il faut maîtriser le passage par exemple au langage HTML5 quand on a créé des applications sous Flash. Il faut créer une narration, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de copier l'exposition réelle, mais de créer un univers. Donc on travaille avec, effectivement, il faut écrire l'histoire. Il y a des infographistes qui créent justement le décor que vous avez vu, qui ne vient pas par hasard. Il y a à la fois des ruines très anciennes et il y a aussi une vision futuriste. La mémoire n'est pas seulement orientée vers le passé, mais elle nous aide à prévoir l'avenir. Donc ça, c'est une thématique importante. Et puis, on a affaire aussi à une forme maintenant, j'ai envie de dire hybride, c'est-à-dire qu'on a à la fois des contenus dans une exposition bien réelle, avec des visiteurs en chair et en os, et on a aussi un site internet. On pourrait dire que c'est presque deux mondes complètement disjoints. Or, l'expérience montre, notamment par le fait qu'on rematérialise Memoria dans le cadre des expositions, sous forme d'un grand écran et un dispositif très simple pour circuler, qu'on a des expériences hybrides où le spectateur peut être à la fois, le visiteur peut être à la fois le visiteur de l'exposition réelle et faire l'expérience du site. Donc là, on est vraiment sur des choses assez innovantes, assez intéressantes. Et c'est vrai que tous les projets qu'on va développer maintenant, dont un projet qui va sortir bientôt, très bientôt, sur les rythmes biologiques, vont être marqués par cette expérience. Ben, félicitations à tous les deux, merci beaucoup d'être venus. Après la cérémonie, si les gens veulent vous parler. On va passer au deuxième lauréat du prix Diderot, l'initiative culturelle. Et cette fois, j'appelle Pierre Dubreuil, directeur général du Muséum national d'histoire naturelle, pour ouvrir un. Monsieur le ministre, monsieur le président, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis heureux, particulièrement heureux d'être avec vous ce soir pour remettre ce prix. Bientôt, je vais lire l'enveloppe. Je suis heureux de représenter le Muséum national d'histoire naturelle pour au moins deux raisons. La première, c'est que l'une des devises du Muséum, c'est
ça va faire écho aux propos du ministre, émerveillé pour instruire. C'est, comme vous le savez, une mission, la culture scientifique et technique, qui est au cœur de la vocation du muséum depuis maintenant quelques siècles, à travers ces différents sites, des zoos, des jardins, des musées, des galeries. Donc évidemment, le muséum est associé, et ça c'est la deuxième raison qui me conduit à me féliciter d'être là au nom du muséum, est associé depuis sa création, je crois, vous l'avez dit tout à l'heure, 15 ans, au prix Diderot, et non seulement associé, mais également très impliqué dans la préparation de ces prix, dans le jury, et notamment d'ailleurs avec des collègues qui sont là ce soir et qui participent activement à la préparation et de même donc à la diffusion des valeurs de la culture scientifique sur lesquelles, monsieur le ministre, vous avez insisté tout à l'heure, qui sont absolument fondamentales, peut-être plus aujourd'hui d'ailleurs que jamais. Voilà, donc pour ces raisons, je suis très heureux d'être ici parmi vous, et sans faire plus attendre le lauréat, et je vais ouvrir l'enveloppe et vous dire qui va recevoir ce prix. Alors, il s'agit de la tronche en biais. C'est donc on appelle une tronche en biais. Et la transmission de l'esprit critique. Voilà, l'esprit critique dont on a tous besoin. Félicitations, je vous redonne le micro. Donc deuxième prix Diderot, l'initiative culturelle. Alors je rappelle qu'il n'y a pas un premier prix, un deuxième prix, il y en a un par ordre d'apparition. Ils ont la même valeur. Bravo. Vous invitez à vous asseoir. Un schisme. Donc Anthony Da Silva, a.k.a. Vlad Tapas et Thomas Durand, alias Acermandax, Voilà. auteur et créateur de La Tronche en biais, La Tronche en biais, chaîne YouTube. Vous êtes membre d'une association aussi, Aztec, Association pour la science et la transmission de l'esprit critique. La Tronche en biais, c'est un outil pour transmettre cet esprit critique, pour faire réfléchir à ce qu'est la réflexion scientifique. C'est assez rare aussi, dans une chaîne YouTube, de s'attacher à transmettre ce qu'est la méthode scientifique. Vous inscrivez dans une démarche qui est celle de la zététique, et vous pouvez peut-être nous présenter en quelques mots. Oui, ma foi, très très brièvement, la zététique, simplement l'art de douter, sainement, comme on a très bien expliqué en début de soirée. Didactique des sciences via l'approche scientifique des phénomènes paranormaux. Historiquement. On regarde dans les ovnis, on apporte une explication prosaïque à des choses qui paraissent extraordinaires. Alors ça prend la forme de vidéos scénarisées. Chez nous, oui. D'autres formats que vous utilisez, il y a des émissions live, la tronche en live. En live, on fait des conférences, on va faire un petit spectacle à vite fait pour montrer un peu ce qu'on fait sur scène. Et puis ça prend des formes. On invite des scientifiques dans l'émission pour explorer un peu pourquoi ils savent ce qu'ils savent. Parce que pourquoi est-ce qu'ils nous disent ce qu'ils savent? Il y a une raison. La tronche en biais, vous pouvez dire d'où ça vient, c'est interdit. Simplement, nous sommes des gens désopilants, même si ça ne se voit pas maintenant parce qu'on est stressé. Ça rappelait des choses qui étaient plutôt amusantes, et dans la mesure où l'un de nos angles d'attaque principal, c'est de s'intéresser à tout ce qui concerne la cognition, et notamment les biais cognitifs. Ça marchait très très bien. Merci beaucoup. Et dans le petit truc en phrase, dans le texte, c'est d'expliquer pourquoi. Parce que les biais cognitifs dans la tronche en biais. Mesdames et messieurs, le mot. J'en dis pas plus. Merci. C'est à vous. On va s'absenter 4 secondes, ce qui nous faut des accessoires. C'est important. Du coup, je note le mois. Non, on arrive. Je vais m'absenter aussi. C'est parfaitement lisible. Parfait. Faut le costume de la science. Bien sûr. À partir de maintenant, nous sommes en représentation. Ça s'appelle un argument d'autorité. Tout ce que nous dirons ne pourra pas être retenu contre nous. Bien, et ben vas-y. Non, c'est toi. Très bien. Alors, puisque nous sommes désormais costumés, on va vous proposer de commencer cette petite soirée par une expérience. Une expérience qui va illustrer un petit peu le travail que nous faisons dans l'Aztec, l'Association pour la science et la promotion de l'esprit critique,
et plus spécifiquement dans la tronche en biais. Et c'est un exercice extrêmement périlleux, alors je vais laisser mon collègue Asser Mandax le réaliser dans la mesure où il s'est beaucoup plus entraîné que moi. Merci, Hélène Tapas. Mesdames et messieurs, pour l'exercice qu'on va faire, je vous demanderai de vous concentrer très fort, de vous détendre, de fermer les yeux, voilà, vous êtes en sécurité. Il y a un ministre dans la salle, donc on est en sécurité. Donc détendez-vous, la chose est extrêmement simple à comprendre, même si on verra. Alors je vous demandais de me voir maintenant, s'il vous plaît, ne pas penser à un chaton. Je crois que c'est un échec. Moi j'ai raté. C'était prévu. Parce qu'en fait, si vous avez échoué à faire une chose aussi simple, c'est parce que vous n'êtes pas les patrons de ce qui se passe dans votre crâne, en fait. Vous êtes des êtres humains, vous avez un cerveau qui vient avec des choses, donc des lois inéluctables, des principes. Et vous, comme moi, et même comme Hélène Tapas, on a tous à peu près les mêmes intuitions, les mêmes biais cognitifs dans la tronche. C'est écrit. Alors du coup, je me tourne vers mon collègue et pour savoir, qu'est-ce qu'un biais cognitif? Un biais cognitif, eh bien un biais cognitif, il en existe de plusieurs sortes. C'est un défaut de rationalité, une petite erreur de raisonnement. De manière générale, dans la vie de tous les jours, ils sont plutôt inoffensifs, pas très handicapants, et on peut même dire qu'ils sont plutôt bien quand on est un mammifère qui évolue dans la jungle ou dans la savane. Donc gros avantage sélectif, c'est très chouette. Et malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Non seulement ces biais sont omniprésents, il ne faut pas nous en débarrasser, mais en plus, il nous arrive très souvent d'être persuadés de raisonner avec la plus grande rationalité, quand en réalité, nous prenons des libertés avec le monde réel. Donc, par exemple, nous rationalisons quand nous nous offrons à nous-mêmes des raisons de penser des choses qu'on pensait déjà sans savoir pas pourquoi on les pensait. Ça s'appelle des préjugés. On est très fort comme ça. C'était très clair. Oui, bon, vous direz vraiment Autre catégorie extrêmement redoutable de biais, les biais de confirmation. Alors là, c'est pas ma faute, c'est parce que moi, je travaillais sur un PC. Moi, ça rentrait à la maison. Je voulais le dire quand même, pardon. Vas-y. Donc les biais de confirmation, et c'est bien pour atteindre notre manière de rechercher l'information notamment, c'est-à-dire que nous allons avoir tendance à aller rechercher des informations dans des médias qui vont aller dans le sens d'une opinion préalable. Les gens de gauche lisent Libération beaucoup plus que le Figaro, par exemple, et vice-versa. Les biais de confirmation vont également atteindre notre manière de se souvenir des informations, comme c'est écrit sur ce PowerPoint. C'est-à-dire qu'on va se rappeler beaucoup plus facilement des informations qui vont dans notre sens, qui vont caresser le sens de nos idées. Un tel se souviendra beaucoup plus des arguments complotistes du 11 septembre que de ses réfutations, par exemple. Et puis, malheureusement, les biais de confirmation vont aussi atteindre notre manière d'interpréter l'information. La plupart des personnes, ça a été démontré, qui lit un horoscope aura tendance à penser que la description lui correspond, ma foi, plutôt bien. Et il y a d'autres études qui ont même montré qu'on avait tendance à trouver mieux construit un article qui va dans le sens d'une opinion préalable sur la peine de mort ou les personnalités politiques, ce genre de choses. Rien de très surprenant, en fait, ça, de là découle ce qu'on sait tous, à savoir que personne n'est tout le temps objectif sur tous les sujets. Alors on ne va pas gagner un autre prix avec une révélation aussi fracassante. Mais j'ai quand même, en gros, une bonne nouvelle, c'est qu'en étudiant les biais cognitifs, on peut limiter leur impact, un peu, en apprenant, en acquérant des comportements et des raisonnements plus rationnels. C'est possible. Voilà, par exemple, pour lutter contre le biais de confirmation, faire preuve d'un petit peu de pluralité, varier les sources dans lesquelles on va rechercher des informations pour pouvoir un petit peu les mettre en corrélation et appliquer un petit peu d'esprit critique à ces différentes informations. Et puis, évidemment, faire attention à l'échantillonnage. Évidemment, il faut faire attention et faire en sorte que les informations auxquelles on a accès coïncident bien avec le monde réel. Oui, parce que par exemple, voilà, c'est ça, parce que, échantillonnage, est-ce que 2 anecdotes et 3 témoignages sont suffisants pour savoir que l'homéopathie, ça fonctionne? Non. 2000 anecdotes et témoignages non plus, d'ailleurs. Quand même 2000, ça fait beaucoup, surtout quand on connaît des gens qui témoignent et quand on sait qu'ils ne mentent pas. Alors, oui, mais le mensonge n'est pas nécessaire à la propagation d'une idée fausse. Il y a des médecins qui prescrivent, donc c'est que c'est bien, c'est que ça marche. Alors il y a aussi des médecins qui n'en prescrivent pas. Mais moi, je vais voir ceux qui ont marqué l'homéopathie sur leur enseigne, donc je sais de quoi je parle, hein, excuse-moi. Oui, enfin, il y a quand même des études qui ont démontré que prendre une pastille d'homéopathie n'avait pas plus d'impact que de prendre des pastilles qui ne contiennent absolument rien du tout. Oui, mais moi je me rappelle que le jour, j'avais un état grippal. J'ai pris 3 pilules, et après ça allait mieux. Voilà, donc c'est que ça marche. Enfin, ça c'est une anecdote. Et puis tu sais très bien, quand on commence à se médicamenter, généralement on est plutôt dans le pic de la maladie et les symptômes vont avoir tendance à dégringoler tout seul et à disparaître. Donc comment tu peux associer la prise du médicament
au fait d'aller mieux. Mais c'est un fait, mais ça passe. Je prends une pilule, après je vais mieux. Comment ça marche? Corrélation n'est pas de causalité. Si j'éternue et que le téléphone sonne, c'est pas mon éternuement qui a provoqué la sonnerie du téléphone. Oui, bon, arrête d'éternuer, parce que... Oui, alors bon. Très bien. Christian Boiron, pas n'importe qui, le patron des laboratoires Boiron. Hein? Oui. Il a dit en novembre 2015, il est temps que nous travaillions sur le sida et le cancer. Alors si un mec comme ça, il dit ça, moi je suis sûr qu'il sait de quoi il parle. Voilà. Alors Christian Boiron peut-être, je sais pas. N'empêche que le consensus scientifique, globalement, alors, hein, prendre des pilules d'homéopathie, à part un effet placebo. Ah bon? Effet placebo. Il y a un effet placebo. Oui, oui, c'est tout. Ah, c'est un effet placebo, c'est bien qu'il y a un effet, non? Ah, j'ai cassé de ta face. Bon, des dialogues de ce genre, il y en a tous les jours, des milliers, parce que nous voterons tous dans des sophismes et dans des raisonnements biaisés de bonne foi. Alors quand, en plus, on fait de la politique, ou qu'on est de mauvaise foi, évidemment, de manière générale, sans viser personne, ça pose des problèmes. Du coup, je suis... Mais il y a des solutions, il y a des solutions. alors, il n'y aura pas de solution miracle, hein. On ne prend pas des miracles dans la maison, mais on a des... Et c'est la conclusion, parce que je sais depuis le temps. En gros, c'est davantage de science, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les gens comprennent pourquoi on dit ce qu'on dit, comment on construit une connaissance. Voilà, et alimenter la culture du débat, parce qu'en apprenant à mieux argumenter, on apprend également à mieux raisonner. Parce que l'air de rien, la réflexion, c'est un exercice qui est bien plus efficace lorsqu'il est collégial, lorsqu'il est fait à plusieurs que lorsqu'il est solitaire. Voilà, du coup nous avons beaucoup travaillé les uns avec les autres, aidés ou non par des chatons, vous voyez, vous les avez vus à l'intérieur, ils sont là. Et de ce fait, l'esprit critique a besoin que vous soyez tous acteurs de cet exercice, et donc que vous nous reveniez pour sauver le monde. Voilà, avec des chatons c'est bien, avec vous c'est mieux. D'avance, merci. Merci à tous les deux, effectivement, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. On va en prendre un petit peu quand même pour que vous nous racontiez. Déjà que vous expliquiez aussi que vous ne parliez pas tout le temps, tous les deux, face à un public a priori convaincu des bienfaits de la méthode scientifique, en tout cas qui a une définition peut-être qui fait un peu consensus, puisque vous êtes sur Internet, on associe ça à des théories qui sont parfois pseudo-scientifiques, des choses comme ça, le complot, des faux complots, et vous, sur votre chaîne YouTube, à la Touche-Champier, vous avez un cœur à lancer des débats, en tout cas des confrontations avec... Oui, alors c'est bien pour ça que lorsque on a posé une candidature au prix, on pensait qu'on ne gagnerait jamais, parce qu'on est polémique par rapport à ce qu'on fait, et parfois on n'a pas forcément le ton juste, parce qu'on personne n'est parfait dans son pays. Et franchement, c'est une grande surprise qu'on les a, parce qu'en effet, il y a sur Internet beaucoup de débats extrêmement vifs. Et là, on a Égratigny l'homéopathie qui, en France, jouit quand même d'une... Enfin, ça fait jaser. Je pense que dans la salle, il y a des gens qui ont dû être choqués par ce qu'on a dit. Et c'est pas le but de choquer les gens. Mais le fait est que lorsqu'on dit les choses avec clarté et qu'on rappelle la science, les gens prennent ça pour de l'agressivité. Et on rencontre ça assez souvent sur différents domaines, psychanalyse, homéopathie, religion. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas qu'on alors on le fait quand même, et le but c'est pas de choquer, mais ça peut être vécu comme ça. Vas-y, Non, mais c'est ça. Malheureusement, le fait est qu'il y a plusieurs manières de présenter son discours, de manière un petit peu caustique, amusante, dans la mesure où on a décidé de se placer dans l'humour. C'est vrai que de temps en temps, on est peut-être un petit peu trop acide dans notre manière d'exposer les choses. Et on est comme tout le monde. En plus, il y a des fois des choses nous paraissent évidentes et vont malheureusement choquer certains spectateurs. Alors, on peut dire aussi que vous ne venez pas de la psychologie. Vous êtes docteur en psychologie. Voilà, je suis doctorant en psychologie. Thomas en biologie. Et voilà, en biologie végétale, donc le patron de neurones. Et qu'est-ce qui vous amène au biais cognitif? Alors moi, je suis passionné par le créationnisme. En termes de projet, j'ai un livre qui sortira, qui s'appellera L'ironie de l'évolution, au seuil. Et parce qu'en fait, ce qui est ironique, c'est que les gens qui rejettent l'évolution le font pour des raisons qui sont évolutionnaires, en fait. Parce que les biais cognitifs font que la théorie de l'évolution, elle est contre-intuitive. Et donc je trouve ça tellement passionnant que du coup j'ai découvert de mon côté ce que les gens savent, c'est à savoir qu'il y a des biais cognitifs. Du coup on en a parlé après, et on s'est dit mais ça c'est pas assez connu, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc nous on n'est pas experts du domaine, mais du coup on invite dans la tranche en live des experts du domaine. Et là on a un documentaire qui s'appelle Les lois de l'attraction mentale, qui cherche à comprendre pourquoi des discours faux, discours philosophiques sont malgré tout séduisants, attractifs. Pourquoi est-ce qu'on veut y croire? C'est pour des raisons psychologiques. Alors, nous, on n'est pas experts, mais du coup, on est allé cogner à la porte de tous les experts en France
On était allé en Belgique et en Suisse, on ne pas. Comment ça se fait que les gens veulent croire à des choses qui sont totalement fausses dès qu'on gratte un petit peu? Et ben moi je trouve ça passionnant. Alors si vous trouvez ça passionnant, allez voir le film quand il sortira. En 2017. Voilà, c'est ça, le fait est qu'en termes de cognition, on est des profanes passionnés, mais des profanes malgré tout, et bah, comme on en parle dans la tronche en biais, on a envie que les gens appliquent la méthode scientifique, alors on le fait nous-mêmes. On a été voir des spécialistes parce qu'ils parleront bien mieux de ces sujets-là que nous-mêmes. Et puis, pour revenir à la question d'avant, parce que ça me permettra de traiter d'un truc qui me tient beaucoup à cœur, en ce qui me concerne, j'ai été amené à la zététique, entre autres par lui, que je le fréquente depuis maintenant pas mal longtemps, mais aussi parce que je milite beaucoup pour la reconnaissance de la scientificité de la musicologie, et du coup j'ai été amené à beaucoup m'interroger sur tout ce qui concerne l'épistémologie, sur ce qui fait une science, sur comment est-ce que tout ça fonctionne. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de la méthode, les sciences sont vulgarisées, mais pas la méthode scientifique. Et du coup, de temps en temps, en en parlant en passionné à des gens qui ne sont pas forcément scientifiques eux-mêmes, qui ne sont pas familiers avec la culture scientifique, mais qui sont passionnés de science, c'est eux-mêmes, l'idée ne m'avait même pas traversé, c'est eux-mêmes qui m'ont dit « mais fais une chaîne là-dessus, c'est hyper intéressant, il faut que ce type de choses-là rentre dans la vulgarisation ». Et actuellement, l'un des médias de vulgarisation les plus populaires, c'est YouTube. Vous n'êtes pas tout seul dans le désert sur YouTube, il y a d'autres chaînes qui parlent de science, et puis aussi de méthodes scientifiques. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots aussi de cette communauté des youtubeurs, des vidéastes, puisque ici vous recevez un prix remis par une institution, l'AMSTI, qui représente des institutions de culture scientifique. Vous êtes des autodidactes, il y en a beaucoup d'autres sur Internet? Il y en a plein, et il y en a même pour lesquels on a un respect assez fou, parce qu'ils sont encore plus autodidactes que nous. C'est-à-dire que nous, on est de culture universitaire, on avait déjà un petit bagage avant de se lancer là-dedans, mais il y en a qui partent de rien et qui font du travail qui est exceptionnel. On sait tous, pas tous, mais on est nombreux à s'être fédérés dans une plateforme qui s'appelle Vidéosciences, qui réunit beaucoup de vulgarisateurs scientifiques autour des domaines de la science. Vraiment des personnes qui sont très très nombreuses et qui viennent d'horizons très très divers. Il y a une grande synergie par rapport à ça. La rivalité est très très rare et ça fait vraiment plaisir de voir que ça se met en place. Les vidéosciences et aussi les vidéothèques d'Alexandrie sont des structures dans lesquelles on commence à mettre en place un peer reviewing, c'est-à-dire une revue par les pairs. Donc on vient avec notre script et on propose à la communauté pour avoir des retours. Donc on commence à fonctionner un petit peu comme la science, c'est-à-dire que ceux qui vraiment font n'importe quoi, complètement hors des clous, d'abord on leur dit, des fois ça se passe mal, et puis du coup après on les participe. Et quand ils font des choses qui rentrent dans les clous, qui sont scientifiquement correctes, alors on fait en sorte que ce soit mis en avant pour lutter contre l'algorithme YouTube qui met en avant que les trucs avec les chatons. Mais pourquoi les chatons? Parce que voilà, ça marche. Et donc voilà, on essaie d'être dans une économie de la connaissance qui contre un peu les algorithmes, qui mettent en avant que les trucs qui sont bankable. Nous, on n'est pas bankable pour dessous. L'un des problèmes, c'est aussi que YouTube met énormément en avant les chaînes qui proposent du contenu hyper régulier, vraiment toutes les semaines, et là l'algorithme est hyper efficace. Le souci, c'est que la science, ça met du temps. C'est pas forcément simple de produire du contenu scientifique de qualité, c'est pas forcément simple de tout vérifier, et du coup la science est vraiment le truc actuellement contre-intuitif pour les bots de YouTube. C'est pas possible. Intuition pour des bots. Voilà, c'est marrant. Vous allez partir là-dessus, comme ça on pourra te dire. Voilà, On va passer à la deuxième partie de cette remise de prix avec la remise du prix d'Hydrocurien, qui récompense une initiative personnelle, un parcours individuel. Et pour remettre ce prix, j'appelle Juliette Raoult-Duval, directrice adjointe du Musée des Arts et Métiers. Alors, le Musée des Arts et Métiers que je représente ce soir a pour mission de diffuser, une de ses missions, de diffuser la culture scientifique et technique. C'est une mission, vous l'avez compris ce soir, d'une très grande actualité. Je pense même qu'on pourrait dire d'une certaine urgence, comme on l'a vu lorsqu'on a tenu notre débat le 17 mars dernier. Le ministre Thierry Mandon y était également sur la question science
culture, croyance. Diffuser des connaissances, donner du goût à la science, insuffler surtout l'esprit des sciences, c'est-à-dire à la fois ce qu'on disait tout au long de la soirée, l'esprit critique, mais aussi la méthode scientifique, ce qui permet de distinguer entre croire et savoir. Ce sont nos instruments, ce sont des instruments de lutte contre l'obscurantisme, qui est aujourd'hui une des missions importantes de la culture scientifique. Alors, pourquoi un prix pour cela? Eh bien, parce qu'il nous a semblé, nous, les établissements nationaux de culture scientifique et technique, que c'était important de signifier à un certain nombre de personnalités qui œuvrent de façon constante sur ce chemin, que leurs travaux étaient remarquables et de contribuer à ce qu'ils soient même mieux connus et mieux diffusés. Alors, je vais vous dire qui nous avons choisi cette année pour ce prix, mais avant, je voudrais remercier Étienne, notre président, pas seulement d'un jour, parce qu'il est président d'Hydro tout au long de l'année, mais il nous anime nos sessions de jury avec beaucoup d'humour, vous l'avez vu tout à l'heure, mais en même temps, il nous fixe des règles bien précises, et je pense que c'est ainsi qu'on arrive, parmi les très nombreux dossiers, parce que cette année on a eu de très nombreux dossiers, je crois qu'il faut s'en réjouir, à sélectionner ceux qui nous semblent les meilleurs, ce qui ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, mais ce sont ceux-là que nous avons décidé de primer. Je vais vous dire qui nous avons retenu ce soir. Pour le prix d'Hydro-Curien, nous avons 2 lauréats, Delphine Grimbert et Alexandre Moët. Bravo. Alors l'année dernière, il n'y avait qu'un seul prix d'Hydro-Curien. Je crois qu'ils n'ont pas réussi à choisir cette année, donc ils ont décidé d'en faire 2. Donc il y a une petite inflation bien reconnue. Je vais vous présenter. Donc, Alexandre Moët, vous êtes ingénieur des mines, haut fonctionnaire, docteur en histoire des sciences, docteur récent, puisque vous avez passé votre thèse en 2011. Vous avez accompagné, initié la mise en place d'institutions de culture scientifique, d'outils pour la transmettre. On peut dire que vous êtes un pionnier de cette culture scientifique en France. Vous avez lancé des sites comme science.gouv, vous avez créé la bibliothèque numérique d'histoire des sciences. Vous êtes très actif sur Wikipédia depuis le début. Je ne peux pas me permettre l'exhaustivité, mais je peux dire que votre CV impressionne. J'ai bien lu les 3 pages. Delphine Grimbert, vous êtes diplômée en art appliqué et on peut dire que vous êtes un peu retrouvé par hasard en culture scientifique. Entre 1985 et 2010, vous avez conçu des expositions pour les enfants à la Cité des Sciences, au Palais de la Découverte. Vous êtes auteur de livres, destinés aux plus jeunes là aussi. Vous avez aussi développé de nombreux projets de culture scientifique au Liban, au Maghreb. Et puis vous êtes aussi une citoyenne active, puisque vous avez lancé Les Parisiens vous doivent la journée sans voiture. Donc je vous remercie personnellement, c'était très agréable. Vous en avez profité vous-même, vous êtes content? Faut qu'on aille encore plus loin l'année prochaine. Vous êtes d'accord? Il y avait encore un petit peu trop de voitures, un peu trop de motos et tout ça, mais c'est quand même une belle occasion de se laver les yeux et de réfléchir à la place qu'on donne aux voitures dans notre vie. Le Conseil de Paris en discutait ce matin. Alors avant de revenir chacun avec vous sur votre parcours, j'aimerais vous poser peut-être une même question, peut-être plutôt faire une remarque. Vous venez d'horizons qu'on pourrait poser comme diamétralement opposés, ce serait peut-être une erreur. En tout cas, un ingénieur et une artiste, je ne peux pas empêcher des 2 côtés du spectre. Mais vous voilà tous les 2 récompensés pour un travail de culture scientifique. Alors comment vous en êtes arrivé là, Alexandre Moët, peut-être? Peut-être que vous disiez pionnier de la culture scientifique, peut-être pas quand même, heureusement, mais disons de la culture scientifique sur Internet, enfin parmi d'autres, disons quand l'Internet est arrivé, j'ai vraiment une conscience assez aiguë, enfin, dans les tripes du rôle que ça pouvait jouer
dans la diffusion de la culture scientifique. Donc, parallèlement, ça a été aussi en visitant d'ailleurs une exposition consacrée au 150aire de la mort d'Arago en 2003, en l'inaugurant même avec Claudie Aigneret, voilà, ça m'a été comme un chemin de Damas vers la culture scientifique, et de voir comme ça que des personnalités politiques comme Arago pouvaient être des grands diffuseurs de la culture scientifique en leur temps. Et ce qui m'a amené après à insuffler l'histoire des sciences dans la diffusion de la culture scientifique, parce que je pense que tout ce qui est historique aussi peut vraiment aider à mieux faire passer le message de la culture scientifique, montrer comment, on parlait tout à l'heure de méthode, montrer comment les résultats scientifiques et la science elle-même se construit, et comment elle s'est construite à travers l'histoire. C'était quelque chose qui était vraiment nouveau pour vous après un parcours d'ingénieur? Oui, c'est plutôt, comme vous l'avez dit, c'est plutôt une reconversion à partir des années 2000, comme je vous ai dit, 2003. J'ai carrière industrielle dans la technique aussi, hein, mais disons que ça a été voilà, plus dans l'aspect scientifique et après universitaire, c'est-à-dire passer une thèse, être chercheur associé dans un labo d'histoire des sciences, donc mettre en application, enfin mettre en règle sa position après avec ce qu'on disait, donc ouais, c'était important aussi d'avoir une position universitaire sur ce sujet et de continuer à faire de la vulgarisation scientifique, de l'histoire des sciences et maintenant de l'histoire tout court. Enfin, Delphine Grimbert, vous, en diplômé des arts appliqués, de la même façon, la culture scientifique c'était quelque chose qui était peut-être assez peu présent dans votre parcours universitaire? Moi, c'était carrément un malentendu. De toute façon, moi, à l'école, je détestais la science parce que c'était ennuyeux et difficile. Et il se trouve que un des premiers travaux que j'ai trouvé quand j'ai eu l'âge de travailler, ça a été pour offrir, enfin, avant l'ouverture de la Cité des Sciences, pour créer un espace qui s'appelait l'Inventorium, qui était l'ancêtre de la Cité des Enfants. Et là, tout d'un coup, j'ai découvert que la science, c'était des questions. Et c'était tout d'un coup des yeux qui brillent, parce que j'ai rencontré à la fois des chercheurs et des enfants. Et là, ça y est, c'est parti. Vous faites la passerelle entre les chercheurs et les enfants, encore aujourd'hui? On fait équipe. C'est-à-dire que quand on a travaillé sur un sujet, d'abord je commence par interroger les enfants qui ont des tas de certitudes et des tas de... plein de choses, ou en tout cas ils savent poser plein de questions, mais vraiment à leur façon. Et ensuite, donc, je vais voir des experts de la question et on essaye de tricoter quelque chose ensemble qui soit exact et où les enfants ne fassent pas ah ouais, tu me dis ça, mais en quoi ça me concerne? Vous avez conçu des expositions à la Cité des Enfants depuis 1985. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi comment votre travail a évolué, les expositions ont évolué depuis cette époque? On a commencé tout à l'heure Mémorial. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette exposition virtuelle? Pour moi, j'aime bien le concret. Mais ça c'est très personnel, et j'aime bien même quand on arrive à faire des expositions sans électricité. Ce qui n'empêche pas aussi je trouve beaucoup de goût et d'intérêt au réseau, et on les utilise beaucoup pour des tas de projets, mais en tout cas pour les enfants, je trouve qu'on pense beaucoup, enfin on pense très bien avec les mains, et on invente beaucoup avec les mains. Et l'inventorium ça a été ça au début, après peut-être qu'on est passé à des choses où il y a tellement d'enfants qui passent sur les expositions qu'il faut les faire très très solides et peut-être un petit peu fermées. J'espère qu'on va les ouvrir un peu plus et avoir la confiance de mettre des vrais outils dans les mains des enfants. Je crois qu'il y en a énormément besoin maintenant. Il y a des enfants dans les conseils scientifiques des laboratoires aussi qui posent des bonnes questions. Oui. Alexandre Moati, je vais vous demander de réagir sur la tronche en biais, puisque vous aussi vous avez un engagement contre les discours de dénigrement des sciences. Oui, alors ça c'était une deuxième partie, une certaine unité de passer de la vulgarisation scientifique. Je m'aperçois que je n'ai pas dit ce que je fais. Donc moi j'ai écrit des livres de vulgarisation scientifique et puis j'ai créé le site science.gouv.fr qui a existé de 2003 à 2014 grâce à Hervé Lièvre présent dans la salle. Bon, malheureusement il s'est arrêté, je peux dire, M. Mandon ne semble plus être là. Ensuite j'ai créé pibnum.education.fr qui est une bibliothèque numérique d'histoire des sciences et par ailleurs vous l'avez dit, je
assez actif dans Wikipédia. Mais bon, donc pour répondre à votre question, en effet, je me suis intéressé, alors on parlait, les gens de la Tronchambière parlaient des gens qui ont des croyances scientifiques, non scientifiques, qu'il est difficile de tous ordres, hein, qu'il est difficile d'infirmer. Moi, je me suis intéressé à comment, chez certains scientifiques, hein, j'ai appelé ça l'alterscience, chez certains scientifiques naissent en fin de carrière parfois une façon de reconsidérer, une façon un peu indue de reconsidérer, par exemple en physique, les théories physiques, d'inventer des nouvelles choses. Alors la science est faite de nouvelles inventions, mais quand ça reprend, quand on veut remettre sans dessus dessous la relativité, la physique quantique, quand on conteste le darwinisme, un des intervenants qui travaille là-dessus aussi, faut le faire, enfin, faisons-le, mais enfin de manière étayée, et généralement c'est assez peu audible. Donc j'avais, alors pour être à titre très personnel, j'avais connu ça moi en milieu polytechnicien, donc où j'étais tout à fait étonné de voir certains chefs d'entreprise, même parfois, enfin je ne citerai pas de nom, mais qui commençaient à divaguer sur certains aspects des théories physiques alternatives, etc. Et c'est ça que j'ai voulu aussi dans des cours à l'école des hautes études et puis dans un ouvrage qui s'appelle Alterscience, et sujet sur lesquels je continue à travailler, étudier. Il y a des aspects psychologiques, mais il y a aussi il y a divers aspects là-dedans qu'on peut étudier dans tout ce qui est la contestation des théories scientifiques notamment. Delphine Gravert, l'engagement, c'est un engagement citoyen. Je parlais la journée sans voiture tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet engagement qui, vous, est plutôt celui du militantisme écologique ou associatif, même sur le terrain? Vous avez fait les projets à l'étranger, c'est cet engagement-là que vous avez? Alors, en travaillant très régulièrement avec des enfants, puisque je rencontre un petit peu partout dans des écoles, en France ou à l'étranger, toujours sur la question de découvrir le monde, et assez vite est arrivée une question fondamentale qui est quel terrien je voudrais être et je pourrais être, moi en grandissant, j'ai 8 ans aujourd'hui dans un monde qui pose quand même beaucoup de questions. Et donc tout ce que j'avais fait dans le domaine de la physique, de la chimie, toutes les questions abordées dans des cours de sciences, j'ai abordé de la même façon les questions liées à la Terre et voilà, quel terrien on peut être et quel rôle même... quel rôle important on a, même quand on a 8 ans, quel choix très important on peut faire à tout âge pour faire ou ne pas faire certaines choses. On a un droit de vie et de mort, par exemple. J'ai une araignée devant moi, sur mon oreiller, elle me fait très peur. C'est qu'une araignée, mais si je la tue, pour elle, ça change tout. Si je sais des choses sur cette araignée, sur le fil qu'elle est capable de produire, comment elle est capable de faire... Oui, un fil plus résistant que le Kevlar à partir de mouches mortes, il faut se poser des questions. Le prix d'Hydrocurien ne récompense pas, comme les Césars d'honneur qui récompensent des acteurs qui ont leur carrière derrière eux. Vous travaillez encore sur des projets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la question que j'ai posée à tout le monde, sur quoi vous travaillez aujourd'hui, sur pourquoi vous reviendrez peut-être sur scène l'année prochaine, je ne sais pas. Non, d'autres reviendront sur scène, parce qu'on est très nombreux à faire des choses intéressantes. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, là je suis un peu KO parce que la journée sans voiture, c'était quand même compliqué à organiser. Mais là, je repars au Maroc pour la COP22, pour travailler avec des écoles dans une ville minière. Donc ça va être intéressant. Voilà, je travaille sur des livres. Je peux pas te dire. Disons pas plus, c'est faux, ça me dit. Je vous disais que mon parcours, c'était depuis la vulgarisation scientifique, donc à partir de 2002-2003, jusqu'à l'histoire des sciences, une thèse, et puis l'aspect, appelons ça zététique, enfin étude des théories, de pourquoi ces théories scientifiques alternatives chez des scientifiques, l'alterscience, et tout ça m'a amené donc à beaucoup l'histoire des sciences d'abord, hein, comme élément de passage d'une culture scientifique, et maintenant l'histoire elle-même et la culture générale. Donc mon prochain projet, donc on ouvre la semaine prochaine un site, on ouvre bientôt on va dire, un site avec la Fondation Maison des Sciences de l'Homme qui héberge déjà, présenté par Stéphane Pouillet,
Guillot ici, qui héberge déjà notre site vinu.education.fr, un site de vidéos de culture générale. Alors ce mot est peut-être un peu galvaudé de nos jours, mais il est pas loin, enfin pour moi, on dit toujours, on l'a entendu encore tout à l'heure, la culture scientifique fait partie de la culture générale, c'est le fameux débat là de Charles Snow, les deux cultures en 59, de ma naissance. Et donc, la culture générale fait partie de la culture scientifique fait partie de la culture générale, mais moi j'inverse le paradigme, et je terminerai là-dessus. La culture générale fait partie de la culture scientifique. Alors c'est pas seulement un sophisme, c'est-à-dire c'est la culture générale devrait être scientifique. C'est un peu ce que le quatrième point de Thierry Mandon tout à l'heure, à savoir que y compris face à l'actualité, face à tout ce qui nous assaille, arriver à exercer un raisonnement et un discernement. Donc pas seulement sur des sujets scientifiques, c'est ça que je voudrais faire passer comme message, pas seulement sur des sujets scientifiques, sur des sujets d'actualité, sur des sujets politiques, arriver à avoir une méthode, le mot a été souvent prononcé, donc à avoir une méthode qui s'apparente à une méthode scientifique pour se faire son opinion, pour exercer son discernement. En ce sens, je pense que vraiment la culture générale pourrait être scientifique, devrait être scientifique dans un sens finalement assez large de la notion de scientifique. C'est un peu ça sur lequel je travaille, à la fois dans mes écrits et dans des sites assez concrets qui s'ouvriront d'ici la fin de l'année. Là, voilà. Encore merci à tous les deux, félicitations. Et vous pouvez les applaudir, ça les aidera.